Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, si nombreux quand même. Aujourd'hui, on va vous présenter une thématique nouvelle, en fait, qu'on a nous-mêmes découvert il y a quelques mois, une année même. Ça sera la thématique du bail réel solidaire, le BRS. Nous avons la joie d'accueillir deux intervenants qui ont accepté de venir nous en parler sur deux volets différents. Donc, on a Cécile Hagman, qui est directrice de la COP foncière, qui viendra nous présenter le BRS, qui est un dispositif qui peut-être être utilisé aussi comme un outil de projet pour nous. C'est l'intérêt aussi pour les architectes. Elle nous présentera aussi la COP foncière. Et on a aussi avec nous Thomas Huguen, qui est architecte, directeur du pôle architecture et construction à la COPIMO, qui va, lui, nous présenter une réalisation autour de laquelle il nous racontera les écueils, en fait, les difficultés, les conditions de ce type de réalisation. Je vais laisser la parole pour commencer à Cécile. Merci Soraya, bonjour à tous. Alors, merci pour cette invitation. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous présenter un produit qui est le bail réel solidaire et de pas forcément d'être trop dans le volet promotionnel de la COP foncière, mais aussi de vous donner à voir la réalité du tissu des organismes de foncier solidaire qui sont les opérateurs associés à ce nouveau produit. Alors, hop, pour rentrer assez rapidement dans le sujet. Le bail réel solidaire, donc c'est un produit d'accession sociale à la propriété. Vous avez certainement déjà entendu parler des produits comme le PSLA ou de la TVA, des produits en TVA à 5,5. Donc le BRS, c'est le petit dernier de la famille des produits d'accession sociale à la propriété, et il a comme particularité de reposer sur un montage en dissociation de propriété. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un organisme de foncier solidaire qui acquiert un foncier et qui en garde la propriété dans le temps long, et de l'autre côté des opérateurs qui peuvent être des opérateurs HLM ou des promoteurs qui vont construire des projets immobiliers, des logements sur ces fonciers, et qui vont céder des droits réels, uniquement les droits sur les logements aux ménages. Donc on a bien à la fin un organisme de foncier solidaire qui est propriétaire du foncier et un ménage qui est propriétaire des droits sur les logements. Et donc c'est ce système de dissociation de propriété qui permet, avec une dissociation des bilans financiers qui est derrière, qui est forcément lié à cette dissociation de propriété, qui permet d'avoir des prix de sortie des logements assez sensiblement inférieurs au prix du marché. On a d'un côté le prix du foncier, dont vous mesurez tous le poids dans le prix dans le coût des opérations, et donc dans le prix des logements, qui va représenter entre 10 et 20% du prix final du logement. Et puis on a, comme tout produit d'accession sociale, on bénéficie d'une TVA à taux réduit, donc une TVA à 5,5. Et donc les effets cumulés de la baisse de TVA et de la soustraction du prix du foncier permettent de vendre des logements entre 25 et 40% en dessous des prix du marché, à peu près sur tout le territoire francilien. La contrepartie de ce modèle d'accès à la propriété, c'est que les ménages vont aller chercher un prêt auprès d'une banque pour acheter leurs droits réels, et ils vont verser à l'organisme de foncier solidaire, ils vont forcément verser une redevance, donc un loyer qui permet à l'organisme de foncier solidaire de faire face à sa charge d'emprunt, puisque ces fonciers sont bien acquis avec des prêts qui nous sont accordés par la Caisse des dépôts sur des temps longs, sur une durée de 80 ans. Donc on a un modèle où le ménage est propriétaire de son logement et d'une certaine manière locataire de son foncier. Donc cette redevance qui est versée par le ménage, en fonction des organismes de foncier solidaire, en fonction des territoires, vous allez avoir des montants de redevance qui sont très différents, qui peuvent être organisés, structurés quasiment
affichées politiquement et donc ce qu'on appelle des redevances capées. Donc on a à Paris une redevance, un organisme de foncier solidaire lié à la ville de Paris qui va caper sa redevance à 2,50 €. On a un organisme de foncier solidaire dans les Yvelines qui cape sa redevance à 1 €. Nous, à la COP foncière, on n'a pas pris ce parti-là et on a une redevance qui peut varier entre 1 € du mètre carré de surface habitable par mois à 3,50 €. C'est très variable en fonction de la réalité du coût du foncier. Et la spécificité du bail réel solidaire par rapport à des systèmes de baux amphithéotiques ou de baux à construction dont vous avez aussi déjà entendu parler, c'est que le bail est considéré comme perpétuel, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais au bout du bail. C'est un bail qui va avoir une durée assez longue. Nous, on l'a fixé à 80 ans. Et à chaque fois qu'un ménage revend ses droits réels à un autre ménage, le bail se recharge à sa durée initiale. Donc l'idée qu'aucun ménage n'arrive au terme du bail et aucun ménage ne soit confronté à la perte de valeur de son bien immobilier du fait de la fin imminente du bail. Voilà pour les grands principes du bail réel solidaire. Et donc c'est juste le petit exemple à droite, c'est le résultat en fait de nos engagements à la COP foncière. On a aujourd'hui 1200, presque 1300 logements engagés à la COP foncière. Et donc les moyennes que nous avons constatées sur ces 1300 logements rapportés à un logement de type 3 de 65 mètres carrés, ça donne ces écarts, c'est-à-dire on va vendre le logement 240 000 € alors que sur le marché, il aurait été vendu à 360 000 €. Donc c'est ce gain-là qui est permis par le BRS. Le BRS, c'est un produit, donc c'est un montage. Vous avez compris que c'est en fait un montage financier, c'est un montage juridique qui du coup embarque un montage financier, mais finalement c'est un produit qui peut s'adapter et s'ajuster à tout type de montage d'opération. On fait aujourd'hui majoritairement de la production de logements neufs en BRS, qu'on le fasse avec des résidences qui sont 100% en bail réel solidaire ou qui sont mixtes, avec du libre, de l'accession libre et du BRS, du locatif social et du BRS, parfois du BRS et de la résidence service. Donc on a cette faculté à aller sur de la mixité, y compris de la mixité au palier dans les résidences. Ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite, ce n'est pas forcément ce qu'on pousse, mais c'est une capacité à faire. On est capable de le faire avec des opérateurs qui vont faire de la maîtrise d'ouvrage directe, mais on peut aussi travailler dans le cadre de copromotion entre un opérateur HLM et un opérateur privé, ou copromotion entre des opérateurs HLM. Voilà, les montages se juxtaposent et s'adaptent. On peut être dans le neuf, mais on peut aussi être dans l'ancien. On peut travailler en acquisition-amélioration. À la COP foncière, on a livré une opération à Pantin en acquisition-amélioration. Et on pourrait progressivement, il faut qu'on développe progressivement des modèles pour intervenir aussi sur des copropriétés dégradées. Donc là, on est en train de réfléchir, nous, avec la ville d'Ivry, à comment on pourrait intervenir sur l'ensemble Renaud-Digayoustet pour soutenir le financement de la réhabilitation énergétique de ce patrimoine-là qui a du mal à s'équilibrer. Donc on est bien sur un outil qui est malléable, mais avec un point d'alerte, c'est qu'à force d'être très adaptable et avoir cette efficacité économique, on en vient souvent à considérer qu'on peut tout faire avec le BRS et que ça va globalement nous sauver de tous nos maux. C'est pas cette réalité-là. Il y a des contraintes, il y a des tensions, il y a des limites au dispositif. En revanche, on a, je pense, le devoir d'expérimenter et d'aller tester toutes les facultés que nous ouvre et toutes les possibilités que nous ouvre aujourd'hui le BRS. Pour revenir très vite sur les ménages, puisque c'est quand même un peu la question de propriétaire, pas propriétaire, locataire, pas locataire. Donc on a des ménages qui sont propriétaires de plein droit, c'est-à-dire que c'est eux qui sont dans la copropriété, donc c'est eux qui achètent leurs biens, ils sont vraiment dans une démarche d'acquisition d'un logement qui sera leur logement de propriété, ils seront propriétaires occupants, c'est une obligation liée au BRS. On a des ménages qui sont sous plafond de ressources, qui est une obligation à la vente du logement quand il est neuf, mais qui est une obligation qui se perpétue pour chaque revente du logement. Donc on produit des résidences qui seront dans le temps long occupées par des ménages sous plafond de ressources. Ce qui est une vraie différence en termes de vie du produit, du vie de la résidence par rapport à des produits, y compris d'accession sociale comme le PSLA, qui à un moment donné rentraient dans le marché libre. Ce ne sera pas le cas du BRS et c'est bien parce qu'il y a un bail, c'est bien parce qu'il y a un OFS qui accompagne ce produit
qu'on peut contrôler ça dans le temps long. C'est un produit d'accession sociale sécurisé avec des obligations de l'organisme de foncier solidaire de sécuriser, de mettre en œuvre des clauses de rachat, d'accompagner les copropriétés, de veiller sur ces copropriétés. Ce sont des ménages qui sont propriétaires de plein droit, donc ils peuvent revendre leurs droits réels à tout moment. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de délai. En revanche, ils sont obligés de le vendre à un ménage qui est sous plafond de ressources également, et ils sont obligés de respecter un prix de revente capé, c'est-à-dire qu'on contrôle la plus-value qui est réalisée. Et tout ça est très clairement expliqué dans le bail qui est signé. Je pense que j'ai fait le tour de ce slide-là. Donc, c'est juste, voilà, juste pour bien se dire qu'on est sur des ménages qui ne sont pas des locataires, ce sont des ménages qui choisissent leur logement, qui décident de l'acheter, qui mobilisent un emprunt, qui vont être dans la copropriété, qui vont voter les travaux, qui vont payer les charges de copropriété. Donc c'est vraiment des propriétaires de plein droit. Et ça, je pense que c'est un point important par rapport à d'autres types de produits. En préparant, on se posait la question de est-ce que le BRS a un impact, est-ce que le fait de produire un logement en bail réel solidaire a un impact sur le produit logement. Moi, je pense que c'est difficile à affirmer en tant que tel. En revanche, ce qui peut avoir un impact sur le produit logement, c'est le fait qu'on soit sur un logement qui sera de manière pérenne occupé par des propriétaires occupants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune faculté, sauf alors certains organismes de foncier solidaire vont s'y mettre, mais aujourd'hui c'est pas la majorité, mais il n'y a pas de faculté à le mettre en location, donc il faut être propriétaire de son bien, y vivre, et donc ça, je pense que ça change le rapport qu'on a au logement au moment où on l'achète. On ne fait pas le même achat, on n'a pas la même vigilance au produit qu'on achète quand on sait qu'on va l'occuper ou quand on sait qu'on va le mettre en location. Donc on est vraiment sur un produit qui se distingue assez fortement de tout ce qui est produit d'investissement locatif. On est quasiment à l'opposé puisqu'on a un produit vraiment uniquement d'accès à la propriété occupante. Et donc je pense que ça peut changer pour vous et pour nous en maîtrise d'ouvrage. Ça change forcément l'attention qu'on doit porter à nos logements, à la qualité des logements. Sinon, en fait, on encourt collectivement un risque commercial de logements qui ne trouveront pas preneur parce que personne ne se projette dans ces logements habités. Et le deuxième élément qui peut modifier pour vous le regard que vous portez sur ce produit au moment de sa conception, c'est qu'on est sur un produit qui sera dans le temps long, occupé par des ménages sous plafond de ressources. Donc cette question de la sobriété de la résidence, à la fois sobriété sur les énergies, sur les charges qui vont être liées à la gestion, à l'entretien des résidences qu'on est en train de générer, mais sobriété aussi dans les nécessités de réinvestissement, la pérennité des matériaux, pour éviter qu'on ait trop vite ou trop souvent des réinvestissements très lourds à faire sur ces copropriétés, réinvestissements qui risquent de ne pas être réalisés faute de moyens des copropriétaires. Donc ça, je pense que c'est une attention, enfin c'est en tout cas deux niveaux d'attention qu'on doit avoir au moment de sa conception. Et je pense qu'on n'a jamais vécu, à part dans du locatif social avec un opérateur HLM qui est quand même là pour surveiller ces résidences, on n'a jamais créé des parcs d'accès à la propriété qui seront dans le temps long à vocation sociale. Et je pense que ça, c'est certainement quelque chose qui doit nous faire réfléchir et auquel on doit être vigilant. Je vous ai juste remis le schéma parce que je suppose que vous ferez circuler le PowerPoint du fonctionnement global du BRS avec ce système de une acquisition du foncier, donc dans le carré vert par l'OFS, et des logements qui vivent leur vie en parallèle et qui seront avec une vie assez dissociée entre le foncier qui est mis sous cloche par un organisme de foncier solidaire et un logement qui continue son cycle de vie normal. Très vite, pour vous parler de la COP foncière, donc on est un organisme de foncier solidaire. On se différencie de nos petits copains parce qu'on est une coopérative. On est une coopérative qui a été créée par des organismes HLM. Donc les organismes de foncier solidaire sont des structures qui bénéficient d'un agrément de l'État. On est organisme de foncier solidaire parce qu'on a un agrément de l'État qui nous autorise à faire cette mission-là. Et on peut être des structures extrêmement différentes qui ont cet agrément et donc qui ont cette mission-là. Nous, on est une COP constituée d'organismes HLM, 25 organismes HLM franciliens, de collectivités,
Et puisqu'on est une COP, tous les ménages qui achètent un logement sont sociétaires, coopérateurs, et donc peuvent participer à notre gouvernance. On est créé par des organismes HLM, ce qui fait que dans notre manière d'intervenir, dans notre manière de penser notre rôle dans les territoires, on est très irrigué de cette mission-là. C'est une vocation d'accompagnement, une vocation sociale et solidaire. On a une gouvernance coopérative donc assez inclusive qui prend en compte toutes les parties prenantes, et on essaye d'être dans un dispositif et un montage financier le plus vertueux possible pour être à la fois assez sobre dans les financements, dans la consommation de financement public, et le plus efficace possible. L'efficacité se résumant pas que à ne pas être cher, l'efficacité dans un contexte francilien actuel se résumant aussi à être capable de produire des logements de manière en quantité suffisante pour répondre à une demande aujourd'hui qui trouve pas d'offre à sa disposition. Et le petit panorama des organismes fonciers solidaires franciliens. Donc, il y a des décomptes réguliers. On est sur on a vécu un moment d'accélération des agréments en 2022. Donc, au 1er décembre 2022, l'État décomptait 11 organismes de fonciers solidaires franciliens agréés ou en cours d'agrément. Moi, quand je fais le compte comme ça dans mon petit bureau sur ma tête, enfin voilà, avec vraiment ce que j'ai en tête, j'en trouve déjà un peu plus. Beaucoup d'organismes HLM qui ont pris l'agrément propre, notamment pour faire de la vente HLM en BRS, mais aussi pour développer des programmes neufs. Des OFS qui ont été créés par des collectivités, la ville de Paris, les Yvelines, pleine commune pour l'essentiel. Est Ensemble étant un peu à mi-chemin, puisque c'est le territoire qui a décidé d'avoir un OFS, mais ils ont demandé à leur office de prendre l'agrément. Donc on est un peu dans un modèle à mi-chemin. Et après, il y a d'autres types d'OFS, ni HLM ni collectivité, dont la COP foncière, Habitat et Humanisme et une petite structure Solucia. Et ces modèles, c'est en fonction de comment ils ont été créés, on va avoir des très grandes variations de modèles économiques, d'objectifs sociaux. C'est-à-dire que nous, on vise à produire le logement le moins cher possible pour être en accession la plus sociale possible. Ce n'est pas forcément ce que chacun partage. Je vous ai parlé tout à l'heure des modèles de redevance. On peut avoir des fonctionnements très différents. À la COP foncière, toute notre maîtrise d'ouvrage est assurée. En tout cas, nous ne cédons nos droits réels qu'à des opérateurs HLM sociétaires de notre coopérative. D'autres OFS ont pris le parti de ne travailler qu'avec des promoteurs. Donc, ça change quand même assez sensiblement notre manière d'intervenir. Et ça, c'est juste la carte de nos implantations. Je pense qu'on a donc 1300 logements engagés, une soixantaine d'opérations sur une quarantaine de villes, et que ça, pour le coup, ça nous positionne quand même comme l'OFS le plus présent, je pense avec le plus grand nombre d'engagements, mais surtout le positionnement territorial le plus large en Île-de-France. Ce qui n'est pas très glorieux, puisqu'il y a beaucoup d'OFS de collectivités et que donc leur positionnement territorial est naturellement assez resserré. Voilà pour moi. Eh bien, merci. Merci pour cette invitation. Pour prendre la suite, la question qui était posée était double. Un, de vous donner un premier retour d'expérience sur une opération, parce qu'il n'y en a pas pléthore non plus. Et en même temps, l'exposer sous l'angle de la question du rapport entre ce montage en bail réel solidaire et des potentialités sur la qualité technique et architecturale. En premier lieu, peut-être commencer par vous expliquer d'où je vous parle. Donc Copimo qui est une coopérative HLM, qui est certainement une typologie de structure que vous ne connaissez pas ou très mal, donc qui est une espèce de, pour essayer de le présenter dans son champ d'action, qui a une forme d'hybridation entre le fait de faire de la promotion, puisqu'on produit des opérations en accession, et en même temps de le faire avec les tickets HLM, c'est-à-dire en s'adressant à un public qui est sous plafond de ressources, et avec un engagement de qualité qui est celui du mouvement HLM. Et par ailleurs, un format coopératif, ces murs se souviennent certainement que c'est un format que je défends beaucoup, qui présente une particularité,
je dis souvent aux équipes que voilà, nos clients, c'est nos coopérateurs, donc nos clients, c'est nos patrons, qui a une position assez différente de certains opérateurs. Et donc avec un champ d'intervention qui est sur toute l'Île-de-France et une petite structure, hein, puisqu'on est sur un rythme de production qui est d'un peu moins de 200 logements par an. Donc le rôle de Copimo, c'est de réaliser des opérations en accession sociale et sécurisée, donc de l'accession exclusivement et en s'adressant à un profil de ménage qui est celui de l'accession sociale, avec quelques éléments de contexte, hein. Donc les 3/4 de nos clients qui sont sous plafond de ressources PLUS, alors ça jargonne peut-être un peu pour vous, mais sur les plafonds de ressources, on utilise quand même souvent les barèmes HLM, donc ce qu'on va appeler le logement social normal, hein. Donc 3/4 de nos clients relèvent du logement social normal. 90% de nos clients sont des primo-accédants et 40 à 50% suivant les opérations sont issus du parc social. Donc voilà, c'est l'un de nos rôles, c'est-à-dire c'est permettre l'accès à la propriété de personnes qui en sont un peu éloignées dans la promotion plus traditionnelle. Et donc, mais j'y reviendrai plus longuement par la suite, donc de l'accession sociale, donc qui s'adresse exclusivement à de la résidence principale. Donc 100% de nos clients achètent leur logement à destination de résidence principale et son propriétaire occupant. Le BRS, donc je vous présenterai ensuite une opération particulière, mais voilà, on a une quinzaine d'opérations qui sont engagées, alors à des niveaux différents, mais une partie assez signifiante qui sont déjà en chantier, hein. Donc voilà, ça devient rapidement un objet un montage de production qui se généralise dans l'accession sociale, et donc avec un peu plus de 350 logements qui sont en projet. Et voilà, et sur toute l'Île-de-France, puisque c'est tout notre secteur d'intervention. Alors, pour aller tout de suite sur ce qui vous intéresse, donc cette question d'une opération, donc celle dont je souhaite vous parler, qui a, bon, voilà, comme toutes les opérations, malheureusement un nom commercial, donc qui s'appelle Confidence, qui est situé à Romainville, rue Normandie-Niémen, donc dans un secteur voilà, de tension assez important. C'est un foncier en diffus, hein, on n'est pas sur une opération d'aménagement, parce que ça a beaucoup construit, hein, Romainville. Issu de l'intervention de l'EPIF. Et donc un programme qui porte sur 43 logements. Sur ces 43 logements, donc 31 sont en BRS et une partie est en vente en bloc à Seine-Saint-Denis Habitat pour du locatif social. J'y reviendrai aussi parce que c'est un détail important, je pense. Une opération qui est conçue et suivie par l'atelier Myriam Schwartz, accompagné de la Dream Team PDC MEBI, et réalisée par Bouygues Construction. Avec un coût de construction qui est relativement élevé, hein. On est acheteur HLM et on soigne ces sujets-là. Donc on est à un peu plus de 2200 € mètre carré SDP. Donc vous le voyez là, un bout de plan masse, hein, donc un foncier diffus plutôt en zone urbaine en transition entre l'ancien grand ensemble qui est en cours de mutation et puis des secteurs plus pavillonnaires, donc quelque chose d'assez intermédiaire, extrêmement découpé. Alors bon, je vous ai mis quelques visuels. Je pense que l'enjeu c'est pas de je le dis tout de suite, comme ça on coupe court là-dessus, c'est pas de discuter l'écriture architecturale, hein, mais regarder les questions des critères de qualité. En tout cas, qui représente pour 43 logements donc des volumes extrêmement découpés, hein. On a 3 volumes à R+4 sur un niveau d'infrastructure, donc voilà, qui permet d'avoir quelque chose qui est quand même à la transition entre un tissu plus marqué et puis quelque chose de plus doux et pavillonnaire. Voilà, avec un soin sur les vues, sur
sur les interstices, une matérialité qui est relativement noble hein, et assez domestique. Donc quelque chose qui est assez, en tout cas qualitatif et soigné. Et tout de suite rentrer sur le sujet des qualités. On est donc sur, je vous le disais, 3 volumes pour 41 logements. Ça veut dire que du point de vue des distributions collectives, c'est 2 à 5 logements maximum par palier. Donc on est sur quelque chose qui est, voilà, où les espaces intermédiaires ont encore un peu de... Comment dire ? On n'est pas sur des couloirs de 10 mètres avec 4 BBVH. Ça, vous voyez ce que je veux dire. Des logements qui sont tous traversants nord-sud. Et puis, même si c'est toujours un peu difficile à lire, à cette distance-là, des vraies qualités quand même de distribution des logements. Hein. Donc je vous disais, des logements traversants. On a systématiquement une entrée. Alors c'est pas le plaisir de la reproduction de la domesticité bourgeoise, hein, mais c'est voilà, la question du seuil qui est consommatrice de surface et qui a un coût est soignée. Pareil, on n'est pas sur des séjours distributifs, hein, on a des dégagements. Donc toujours aussi voilà, une question de perte de compacité et puis d'augmentation de la valeur du logement. Quasi systématiquement des cuisines en premier jour, de manière aussi exhaustive systématiquement un espace extérieur. Donc voilà, la qualité est toujours difficile à qualifier, hein, et je sais que voilà, il y a des tentatives multiples de commencer à mettre des critères, mais sur ceci, on voit quand même qu'on est sur quelque chose qui est voilà, où on soigne les logements. Pour éclairer le contexte aussi, vous donner quelques éléments qui vont corroborer hein, ce que je vous ai dit en premier lieu, mais sur les caractéristiques des ménages. Donc 83% de primo-accédants, près de 80% des ménages qui sont 20% en dessous du plafond applicable à l'opération. Donc voilà, on est vraiment dans l'objet social de Copimo. Hein. On s'adresse à des ménages à revenus plafonnés. Et encore une fois, hein, on est sur un bail réel solidaire, donc 100% des clients qui sont propriétaires occupants, puisque c'est une résidence principale. Et petite satisfaction, même si ça dit quand même pas grand-chose, hein, puisqu'on sort de notre enquête de satisfaction actuelle, c'est la première fois qu'on atteint 100% de satisfaction sur le critère logement sur une opération. Donc une très grande satisfaction de la qualité du logement et des abords sur cette résidence. Sur la perception et du montage du dispositif et de la qualité intrinsèque de l'opération, quelques éléments de retour hein, qui sont plus de ressenti ou d'intuition ou d'échange direct, parce qu'on n'a pas encore finalisé le retour d'expérience complet sur cette opération. Trois éléments qui remontent très fortement. Une compréhension assez rapide et assez bonne du dispositif du BRS, ce qui peut être un peu contre-intuitif, hein, parce que c'est pas dans les habitudes françaises. Voilà, on va trouver ce type de montage dans des choses, dans des pays notamment où la question foncière est différente, anglo-saxon ou scandinave ou du nord de l'Europe un peu plus simplement. Donc une assez bonne compréhension, mais qui a été très accompagnée du dispositif du BRS. Ça, c'est le premier retour d'expérience. Et notamment avec deux remontées qui sont intéressantes. Un, c'est un dispositif qui favorise une très bonne abordabilité du logement, et ça, c'est un critère essentiel qui est remonté et qui est compris et qui est vécu. Et en quelque sorte, parce que ça peut être un peu ce qu'on oppose au BRS, le fait de ne pas être pleinement propriétaire, même si voilà, Cécile vous explique que c'était
pas exactement ça, mais dans la représentation qu'on peut en avoir, le fait de ne pas être pleinement propriétaire est mis dans la balance par rapport au fait d'habiter le territoire. Et c'est ça le critère essentiel, et c'est très important. Nous, on est opérateur HLM, on est coopérative, on travaille en lien très fort avec les territoires. La plupart de nos opérations sont pré-commercialisées en relation avec la commune. Donc ça a été le cas sur Romainville. Et donc ce que disent l'essentiel des clients sur cette opération, c'est que ce qu'a permis le BRS, c'est de rester sur la commune et de continuer à habiter ou de répondre aux souhaits d'habiter sur la commune, en tout cas d'être sur la commune. Et ça, c'est un élément qui est essentiel et qui pose des questions aussi d'organisation spatiale de la métropole et autres. Voilà. Mais en tout cas, c'est un outil pour maintenir sur des communes en première couronne, en très forte tension, de permettre à un public qui, a priori, ne peut pas, de rester habité et d'être propriétaire en bail réel solidaire à Romainville. Et donc ça, nous, on en est très heureux, mais c'est un élément de remontée qui est important. Après, si je prends un pas de recul sur la question qui est posée, qui est la question de la qualité, je voudrais donner deux éléments importants. Le premier, c'est comment maîtriser la qualité. Pour nous, opérateurs HLM. Et donc, avec une question qui est que, pour tout un tas de raisons, notre rôle est autant celui d'être opérateur que d'assurer la pré-commercialisation ou le flux du stock de nos confrères du monde privé. L'une des postures qu'a pris Copimo et qui était à contre-courant, mais qui commence quand même à retrouver une audience, c'est de reconstituer des maîtrises d'ouvrage HLM. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc avec des objectifs pour notre structure, qui reste une petite structure, je le rappelle, avec des objectifs d'être à moins de 20% de VFA. Donc on reprend notre production, et avec quelques éléments qui sont, alors qui vous parleront peut-être vous, mais qui parlent un peu moins à l'extérieur, avec une nouvelle étape maintenant, qui est de ne plus traiter nos marchés de travaux en entreprise générale, et donc de revenir à des modes de fonctionnement en marché de travaux à l'OTI, ce qui a l'air de rien peut-être, mais c'est quand même un sacré changement de fonctionnement. Donc typiquement, je vous l'ai dit, l'opération de Romainville, c'est une opération qui a été réalisée en entreprise générale par Bouygues Construction, c'est la dernière. Voilà, on est vraiment sur un changement de pratique, avec l'objectif de reconstituer une maîtrise d'ouvrage en capacité technique, et donc d'avoir en objectif aussi 100% de nos opérations qui sont en suivi d'exécution en maîtrise d'ouvrage interne, donc avec le souhait de reconstituer une maîtrise d'ouvrage. Donc la première question, c'est maîtriser la qualité, c'est maîtriser son opération, et donc c'est un sujet. Et le second élément que je voulais aussi amener, c'est le fait que pour une coopérative HLM en tout cas, le BRS, ça ne sort pas de nulle part, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, le montage et le produit phare des coopératives HLM, c'est l'allocation-accession, ce qu'on appelle le PSLA, qui a posé tout un tas de questions, mais qui impose aussi des standards de qualité de par son montage. De la même manière, donc le PSLA est réalisé pour des propriétaires occupants, hein, c'est une obligation de résidence principale. Donc l'allocation-accession, c'est une obligation de résidence principale. Donc nous, on a toujours construit pour des propriétaires occupants, jamais pour des investisseurs. Donc ça impose aussi un standard de qualité qui n'est pas celui d'un rendement, mais qui est celui d'une domesticité. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le PSLA, c'est un dispositif très, très accompagné d'accession à la société, à la propriété, qui est très vertueux, hein, et qui est extrêmement accompagné, puisque donc, les ménages entrent en qualité de locataire accédant. C'est-à-dire qu'ils restent locataires accédants de leur logement pendant 6 mois à 4-5 ans.
Et donc avec toujours la présence de l'opérateur dans le tour de table. Donc on est très présent et pendant un temps, pas encore un temps long, mais une durée relativement importante sur les opérations. Donc c'est quand même, voilà, ça impose une autre posture que celle de traiter la GPA, le contentieux et de partir en courant. Donc voilà, on s'impose des standards qui sont liés au fait qu'on est en responsabilité sur la qualité qu'on a produite pendant un temps long. On s'adresse à des ménages sous plafond de ressources, donc je répète ce que disait Cécile, mais voilà, ça impose une question de maîtrise des charges, donc d'une part énergétique, mais aussi d'investissement et d'entretien de la copropriété, qui amène à des choix techniques, à viser un niveau de robustesse de la construction, alors qui va mener à des choix qui peuvent être discutables, hein, mais si je prends quelques exemples, on évite la surenchère technique, hein, c'est-à-dire que un seul système pour l'eau chaude, l'eau froide, c'est quand même mieux, et même peut-être dans certains cas les énergies renouvelables. Donc on essaye d'éviter la multiplication des systèmes. Un autre qui peut être discutable, mais qui est quand même une solution de maîtrise des charges d'entretien, c'est tant qu'on peut d'éviter l'isolation par l'extérieur. On pourra en discuter, hein, mais en tout cas en charge de copro, au premier avalement à 20 ans, ça fait pas le même coût. D'être sur des systèmes qui sont compréhensibles pour faciliter la contractualisation des contrats d'entretien, en général on accompagne pour être sûr que nos locataires accédants soient entre de bonnes mains. Et donc la dernière chose, c'est que l'une des caractéristiques de la location-accession, c'est qu'on offre une sécurisation HLM, c'est-à-dire un rachat encadré et un relogement dans le parc social si nos clients ne parviennent pas à ce qui s'appelle lever l'option, donc c'est-à-dire passer de la phase locative à la phase de pleine propriété. Et c'est pas juste un symbole, hein, puisque sur les 3 dernières années, c'est entre 15 et 20% de nos logements qui reviennent en patrimoine. Donc ça veut dire qu'on a des logements qui reviennent dans notre patrimoine à 5-6 ans. Et donc, voilà, qu'on recommercialise. Et effectivement, la question de la qualité de ce qu'on a produit s'oppose à nous à ce moment-là aussi. Puisqu'il y a 5-6 ans, ça commence à être les moments où on va déclencher les premiers gros entretiens. Donc on est aussi en responsabilité là-dessus. Voilà. Donc c'est 2 éléments que je voulais apporter à la discussion parce que je pense que l'une des questions qui se pose sur la qualité, c'est qui produit et avec quel objectif. Donc voilà, et la location-accession et la posture de maîtrise d'ouvrage direct sont aussi des éléments soit de savoir-faire, soit de fonctionnement qui amènent des éléments qualitatifs. Pour essayer d'ouvrir le débat et puis sans marcher sur vos plates-bandes, mais je voulais apporter aussi 2 éléments. Le premier, c'est revenir un peu sur le BRS. Il se trouve que j'ai eu la chance et le plaisir de participer en 2014, je crois, aux ateliers ministériels qui ont conclu à la création du BRS. Et ce que je trouve intéressant, c'est de rappeler, l'origine, c'est-à-dire que la question s'est posée à travers, à l'origine, le prisme de l'habitat participatif et de l'habitat coopératif, alors qu'il y a un épiphénomène, on est tous d'accord là-dessus, mais qui a amené la question de la qualité et de l'appropriation de l'habitat et de la ville. Donc c'est l'origine du BRS, c'est la place des habitants et la qualité pour les habitants dans le logement. C'est quand même important. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça s'est fabriqué dans peut-être pas dans une importation, mais dans une référence au Community Land Trust, qui sont donc aussi un dispositif de droit à la ville à l'origine. Donc je pense que c'est aussi, voilà, ça marque quand même l'origine du dispositif. Et l'enjeu
lors de la rédaction de la loi qui est devenue Allure par la suite, mais qui était du FLO 2 à l'origine, c'est celle de la notion de création de commun. Et donc, ça reste quand même quelque chose qui est important, de création de commun au sens voilà, de foncier comme un bien commun. Et donc, c'est, je pense, aussi un prisme qu'on peut avoir. Donc, dans ce contexte-là, poser la question du BRS comme levier de qualité, ça fait sens. Alors, est-ce que c'est intrinsèque? À titre personnel, j'en doute fortement. Mais en tout cas, ça fait sens de poser la question, puisque c'est quand même l'origine du dispositif. Ça, c'est le premier élément que je voulais porter un peu en préambule du débat. Et le deuxième, c'est que, et c'était aussi un peu l'objet de ma présentation, c'est que la fabrique d'une opération, c'est un espace de tension, notamment entre le maître d'ouvrage et son architecte maître d'œuvre, mais pas que, mais notamment. J'ai tendance à croire, mais c'est probablement la marque du vieux sceau de la loi MOP, que la dialectique fonctionne et est créative pourvu que l'architecte soit en posture d'écoute, de défense de sa position, mais aussi d'écoute et d'attention à son maître d'ouvrage. Donc c'est un peu l'objet ici, je pense, et, voilà, de dire on présente des montages de maîtrise d'ouvrage pour qu'il puisse y avoir, que vous puissiez avoir des débats avec vos maîtres d'ouvrage sur ces questions-là. Mais il faut aussi, et c'était un peu le sens de ce que je disais, que vous ayez en face de vous des maîtrises d'ouvrage qui soient fortes et puissantes et qui soient en capacité de défendre leur position à votre égard. Et c'est je crois, cette dialectique qui peut amener qui n'est pas essentielle, enfin qui n'est pas suffisante, mais qui est absolument nécessaire au fait que dans un échange entre un maître d'ouvrage fort et un maître d'œuvre convaincu, on arrive à construire une qualité. Et donc, ce qui est la troisième chose, c'est que dans ce dialogue-là intervient un nouvel acteur qui, lui, n'était pas prévu par la LOMOP, qui est l'OFS. Et donc, c'est aussi, je crois, la question de la construction de cet espace de dialogue qui n'existe pas forcément encore tout à fait, mais en tout cas qui n'est pas formalisé, entre l'OFS, le maître d'ouvrage et le concepteur, qui est une question importante. Merci. Merci Cécile, merci Thomas. On va laisser la parole circuler. Si vous avez des questions, des remarques, des interventions. On en a plein, nous, sinon. Et puis là-bas. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation passionnante. J'avais deux petites questions par rapport à votre dernière intervention sur les corps d'État séparés. Est-ce que ça permet du coup de sécuriser un peu le déroulement du chantier par rapport à l'expérience que vous avez au total et donc avec d'autres types de... Oui, pardon. Est-ce que donc l'expérience en corps d'État séparés, est-ce que ça permet de sécuriser en fait le déroulement du chantier plus que, enfin, avec le retour d'expérience, plus que effectivement une entreprise générale, voilà. Et puis la deuxième question, c'est par rapport au territoire justement, sachant que justement, en ce moment, il y a quand même pas mal d'acteurs de la promotion qui se plaignent en gros que le logement neuf chute. Alors pas forcément sans doute pour toujours des très bonnes raisons, avec cette histoire effectivement de ne pas être propriétaire occupant, mais de faire un produit financier finalement, enfin de résumer le logement à un produit financier.
comment est-ce que le BRS, est-ce qu'il pourrait être aussi un outil pour intervenir sur des friches ou des terrains, en fait, dans des communes, des bourgs, enfin des territoires qu'on veut revitaliser, et pas en se disant simplement si on fait appel au privé, ça attire personne, et voilà, comment pouvoir aussi intervenir sur des terrains qui coûtent par définition cher, sans forcément, entre guillemets, rapporter, c'est-à-dire des terrains pollués, par exemple, des friches industrielles ou des friches autres, de manière à consommer peut-être un peu moins de territoire aussi que d'espace, de sol. Voilà. Les chantiers encore d'état séparés, c'est le bordel. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pas nouveau. La question n'est pas tellement celle de sécuriser. La question, c'est d'être aux prises avec la maîtrise de la situation. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que situation qui ne se présente pas, mais qui pourrait être un exemple. Voilà, un organisme HLM qui achète en VFA une opération réalisée par une entreprise générale est extrêmement loin de la fabrique de la décision. C'était plutôt le sens de la démonstration. Et donc, en réalité, les entreprises générales sont très bonnes, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais sont une forme d'externalisation de la compétence technique pour la maîtrise d'ouvrage. Et juste sur la question de la pollution, je le dis parce que c'est important et ça ne vient pas beaucoup dans le débat. Je rappelle quand même que voilà, on a quand même eu des évolutions législatives importantes là-dessus. Et la charge de la dépollution, ce n'est pas une charge publique, c'est une charge du vendeur et donc de celui qui est à l'origine de la pollution. Et c'est quand même un renversement assez important, je pense, dans les questions de cherté du foncier. Du coup, je prends le relais sur la question de la dépollution et de la capacité du BRS à permettre des interventions sur des territoires où il n'y a pas forcément une grande rentabilité à attendre. Je pense que ça peut s'entendre à la fois sur les territoires détendus, les centres-bourgs qui sont un peu plus éloignés, sur lesquels les marchés ne sont pas élevés, puis ça peut s'entendre en cœur d'agglomération sur des fonciers avec des grosses charges de dépollution, de déconstruction, enfin, peu importe. Le problème que nous avons, en tout cas ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que derrière à la fin, il faut qu'on arrive à produire des logements, puisque le BRS est un outil de production de logements uniquement. Il faut qu'on arrive à produire des logements qu'on sera capable de vendre avec une décote de prix par rapport au libre de l'ordre de 30%. Et donc, quand on intervient sur des marchés où le libre est à 2 000 € du mètre carré et qu'on a aujourd'hui des coûts de construction à 2 400 €, en fait, on ne sait pas le faire. Mais c'est pas forcément une fatalité. Ça veut dire que si on arrive sur des politiques d'intervention, si on est sur des territoires qui souhaitent réintervenir, qui ont une ambition pour réintervenir sur une friche qui peut parfois être dans un cœur de ville et qui on vient en accompagnement d'une politique publique d'investissement, alors on y arrivera. Mais c'est là que la baguette magique du BRS ne sait pas suffire, c'est-à-dire qu'on sait sortir le coût du foncier avec une partie de sa dépollution, parce que ça reste encore aujourd'hui une charge qui est chez nous. De toute façon, soit on fera la dépollution, soit on paiera le foncier chargé de sa dépollution, mais on sait sortir ce coût-là, mais on ne sait pas produire des logements en dessous des coûts réels de construction. Et donc, c'est ça la question qui se pose à nous. C'est comment on sait créer une offre attractive sur des territoires qui sont déjà avec des marchés très bas. Et donc ça, on sait le faire si, en gros, on a un accompagnement de la collectivité publique et notamment avec du financement qui permet de baisser les prix. À ce point-là, ce miracle-là, on ne sait pas l'accomplir. C'est pas pour autant qu'on n'y réfléchit pas. Moi, je travaille avec le territoire de Melun, sur lesquels on a un vrai problème de positionnement d'offres, parce que le marché est vraiment très bas. Mais la ville a une politique publique, elle souhaite investir et elle veut que le BRS vienne soutenir, pérenniser son investissement.
Et auquel cas, alors on a une faculté. En cœur d'agglomération, on sait mieux le faire parce que en fait, on arrive assez facilement à décoter par rapport au prix du libre en mettant justement de côté la charge foncière. Donc je pense que c'est un enjeu à investir et on ne l'a pas encore beaucoup fait, mais on a quand même un certain nombre de fonciers sur lesquels on a de la déconstruction et je crois notamment avec Copimo, enfin, on a eu sur la Fablay, il y a eu quand même tout un travail de retrait, enfin, de déconstruction, de retirer du sous-sol des canalisations. Donc et clairement, le BRS, à ce moment-là, repermet d'équilibrer l'opération et de cibler des publics sous plafond de ressources. Bonjour. Moi, j'ai une question sur les surfaces des logements. Est-ce que vous avez des politiques un peu globales, par exemple COP foncière et la COPIMO? Est-ce que, comme ce qu'on a vu notamment à Paris sur les appels d'offres portés par des bailleurs parisiens, globalement, par rapport à du logement social, il y avait une demande de faire des logements beaucoup plus compacts. Là où, par exemple, je ne sais pas, Paris Habitat demanderait un T3 qui ferait plutôt 68 mètres carrés. En portant les logements pour faire du BRS, on est plutôt autour de 62-63 mètres carrés. Et savoir si aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites, vous? Toujours le même sujet. Nous, on essaye d'avoir des surfaces, je ne sais plus comment tu le disais, tu parlais de domesticité. Non, mais on essaye de repenser des logements. En fait, on considère que le BRS doit permettre de se redonner les moyens d'avoir des logements moins compacts. Donc, parce qu'on ne les produit pas moins cher, mais parce qu'on vend les logements moins chers, on devrait être capable, sur le principe, d'avoir des logements moins compacts et se redonner de la capacité à avoir de la surface qui peut aussi aller sur la pièce en plus. C'est-à-dire, j'ai un besoin d'un T3, je peux me payer un T4. Bon, bah, tant mieux. On est rattrapé par une réalité qui est assez basique, qui est la réalité des taux d'intérêt, qui est la réalité des coûts de construction et qui fait que les ménages que nous ciblons sont progressivement désolvabilisés parce qu'ils ne peuvent plus emprunter à cause des taux d'intérêt. Donc on est aussi dans ce moment-là où nous, on se fixe en gros, on demande à nos opérateurs de viser des T2 qui, si possible, vont chercher les 45 mètres carrés, de viser des T3 qui vont aller chercher les 65 mètres carrés, sur un T4 de jamais descendre en dessous de 80 mètres carrés. La réalité qui est la nôtre, c'est qu'il y a un an, les T4 de 80 mètres carrés se vendaient très bien et qu'aujourd'hui, les ménages ne peuvent plus se payer ces 80 mètres carrés. Donc on est toujours dans cette tension, puisqu'il ne faut pas oublier à qui on s'adresse et que notre cible de public, elle n'évolue pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, on ne s'adresse qu'à des ménages sous plafond de ressources. Et donc qui ont leur complexité d'accès à l'emprunt. Et donc je pense que tout le travail qu'on fait avec les maîtres d'ouvrage, c'est justement de positionner nos logements, nos offres de prix, enfin nos niveaux de prix et les surfaces associées, de sorte qu'à la fin, les logements puissent être achetés par les ménages à qu'on vise. Voilà. Mais oui, c'est un point de vigilance important. Et puis ce qui est aussi très important, c'est tout ce qui est habitabilité, tout ce qui est comment, quand je me projette dans mon salon, éviter d'avoir toutes les portes qui desservent. Ça, c'est des réflexions. Et un élément qu'il faut rappeler, c'est qu'il s'agisse du BRS ou historiquement du PSLA, c'est pas de l'investissement locatif. Donc la question du rendement de plan et du rendement financier ne se pose pas de la même manière. Et donc l'enjeu, il est effectivement de trouver cet équilibre entre qualité d'usage et commercialité dans le petit intervalle des clients qu'on vise, qui est un intervalle assez étroit, il faut bien le dire quand même, voilà, qui est suffisamment solvable et en même temps voilà, sous les plafonds de ressources. Et donc effectivement, voilà, alors il est clair que je ne pense pas que, ou alors de manière très marginale et pour d'autres questions, on n'ait jamais produit de T3 de 68 mètres carrés, voilà, c'est pas possible. Par contre, on n'aura jamais fait un T2 de 38 mètres carrés, bien qu'il y en ait beaucoup dans les programmes qui sortent. Donc voilà, cette question-là, elle est importante. Ça reste un sujet complexe. Et je crois que il y a deux questions qui se posent derrière ça, qui s'opposent à nous en tant que maître d'ouvrage. La première, c'est notre capacité à avoir un dialogue un peu fin et à challenger la conception. Et donc ça, encore une fois, c'est la question de la compétence de la maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est important. Et
salue à ce titre-là quand même le courage de mon patron qui a consisté à engager un archi, ce qui est a priori assez contre-intuitif. Donc voilà. C'est un élément qui est important. Et le deuxième aspect, c'est la qualité des programmes dans leur contexte. Et ça, c'est une question qui est intéressante aussi. C'est-à-dire que malheureusement, et quand même les choses avancent ces dernières années, je trouve, la question de retrouver une qualification du logement. C'est-à-dire, on a eu des rapports parlementaires, on a des structures, des nouveaux think tanks qui arrivent maintenant et qui posent vraiment ces questions, et c'est une bonne chose, et ça s'est pas fait pendant quelques temps quand même. Voilà. On ne construit pas la même chose en zone d'extrême tension à Paris intramuros qu'en deuxième couronne, qu'en cinquième couronne. Et pour autant, quand vous ouvrez les appels d'offres, je pense que vous voyez toujours les mêmes cahiers des charges. Donc cette question se pose, et c'est une question qui est intéressante et sur laquelle voilà, ça avance. C'est pas gagné, mais ça avance. Et une autre question, parce que j'ai encore le micro, sur la question de la prospection des projets. Parce qu'aujourd'hui, on reparle un petit peu la façon de fabriquer les projets et de se poser la question de... Aujourd'hui, il y a une grosse partie du logement d'accession qui est évidemment fabriqué par la promotion, qui est un peu mis à mal en ce moment. Donc ça réouvre peut-être des nouveaux champs, de se dire est-ce que les architectes doivent se replacer pour essayer d'être acteurs, mais un petit peu différemment dans le projet. Si par exemple on peut être porteur d'un projet, est-ce qu'on peut venir vous chercher pour monter les opérations? Question. En se disant qu'on préférait faire du logement avec vous qu'avec je ne sais pas qui. La question, c'est qui vous allez chercher, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant qu'OFS, vous avez compris, je ne fais pas de maîtrise d'ouvrage. Je suis là uniquement pour porter des fonciers. Je m'appuie sur des maîtrises d'ouvrage qui sont assurées par des opérateurs. Donc, je pense que ce dialogue-là, il est intéressant à avoir. On peut l'avoir, mais je pense qu'il est surtout intéressant à avoir avec des opérateurs qui, eux, sont dans cette mission de conception, et de prospection et de conception d'opérations. Je ne sais pas, je ne fais pas de développement. C'est une manière de ne pas répondre. Non, après, voilà, je crois que je veux dire, il y a des positionnements. Bon, le Copimo défend une production de qualité. On le défend. Après, on n'y parvient pas toujours. Hein. Je veux dire, il faut être mesuré, et y compris, encore une fois, je veux dire, je pense que, et on n'est pas les seuls, on est un certain nombre à réapprendre une partie de nos métiers. Donc c'est important de le voir comme ça, et un apprentissage est au long cours et semé d'embûches. Donc voilà, il n'est pas question d'être angélique sur cette question-là. Mais voilà, c'est effectivement être curieux à des choses qui sont différentes. Vous voyez, on vient de réceptionner il y a 10 jours une opération du 18 logements en construction bois collective 3e famille. C'est un peu sportif quand même. Et tout ça vendu à des clients sous plafond de ressources. Donc on leur apporte voilà, un niveau de production qui est de haut standard. Et ça, je pense que c'est une position qui est importante. Voilà. Après, je veux dire, la nuance est toujours dans les situations. Bonjour et merci. J'ai deux petites questions. La première, Thomas Huygen, vous avez rappelé que le BRS venait un peu au prisme de l'habitat participatif et coopératif. Est-ce que le BRS se signe, je voulais savoir si ça se signait entre un OFS et directement des foyers, ou ça peut se signer aussi avec un collectif d'habitants sous différentes formes juridiques? Et la deuxième question sur la mixité que vous avez évoquée, Cécile Hagman, au sein d'un BRS, est-ce que c'est sous un certain plafond de ressources, ou ça peut être une mixité avec aussi des foyers qui ne correspondent pas au plafond de ressources, par exemple, du logement social? Je pense que je vais prendre la main sur les deux questions, en fait. Sur la question de est-ce qu'en gros, enfin, ce que je comprends de votre question, c'est est-ce que je peux signer un BRS avec une coopérative d'habitants, c'est ça? Alors, on en a discuté vendredi dernier. On avait un conseil d'administration du réseau des organismes de foncier solidaire en France. On n'avait pas le même point de vue, mais a priori,
En Bretagne et dans le Pays Basque, ils ont trouvé le moyen effectivement de faire du BRS en direct en signant avec une coopérative d'habitants, ce que nous on pensait pas possible, donc il va falloir qu'on fasse bosser nos notaires. Donc ça c'est la première réponse. Et la deuxième question sur la mixité. Le BRS, c'est pas en tant que tel un produit mixte. Le BRS, c'est un produit d'accession sociale à la propriété réservé à des ménages sous plafond de ressources qui seront propriétaires occupants. Et une fois qu'on a dit ça, on a quand même bien bordé le sujet. En revanche, ça peut s'intégrer dans des opérations qui prévoient une mixité programmatique. Et donc on peut dire que sur 50 logements, il y aura 20 logements en BRS, 10 logements locatifs intermédiaires et 20 en accession libre. Et dans ce cas-là, l'organisme de foncier solidaire ne s'approprie plus en tant que tel une parcelle, mais on s'approprie, en fait, on est déjà après l'état de division des lots et on vient s'approprier en gros des fonciers attenants à des lots à bâtir à l'intérieur d'un ensemble immobilier. Et donc, on signe, on prend à bail, on prend la propriété et on cède nos droits réels à la personne qui va construire les logements, donc l'opérateur qui peut être soit un opérateur HLM, soit donc une société de copromotion, puisque nous on ne signe pas directement avec un promoteur. Donc on n'a pas le lien direct avec les ménages, mais on peut avoir cette mixité, mais le BRS en tant que tel ne portera aujourd'hui que les logements de l'accession sociale. Et demain, on a le BRS activité qui arrive, dont on n'a pas encore complètement fait le tour. De toute façon, il nous manque des textes pour en faire le tour, mais on pourra aussi demain porter des locaux d'activité qui seront aussi réservés à des micro-entreprises avec des chiffres d'affaires très limités. Bonjour. Donc, juste pour dire de où je parle, donc je faisais partie des méchants loups à un moment parce que j'ai été directeur grand projet chez un promoteur et donc forcément à répondre à beaucoup de consultations ces dernières années avec beaucoup de BRS dans les consultations. N'oublions pas que le BRS, ça vient aussi des fois de la programmation qui peut être imposée. Et dans ce cadre-là, j'ai pu observer deux grandes politiques, on va dire, différentes. C'était avec les OFS. Soit l'OFS valorisait le foncier, soit il ne le valorisait pas, ou alors un euro solidaire, pour rester dans le solidaire. Et parlons bilan et reste à vivre, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, l'argent qui était utilisé donc, pour le foncier auprès de l'OFS, inévitablement n'était pas mis dans la qualité architecturale. C'est un vase communicant, hein, c'est direct. Et donc, sur cette politique-là, je trouve moi qu'il y a... Enfin, vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez dit très poliment, que chacun avait un peu son propre fonctionnement dans les OFS. Voilà, en rappelant qu'effectivement, il y en avait bien des, on va dire entre guillemets, des publics et d'autres beaucoup plus privés. En tout cas, c'est dans le fonctionnement que je parle dans ces moments-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas cadrer peut-être un petit peu plus ça pour que la qualité soit au rendez-vous sur toutes les opérations? Parce que ça permettrait, il me semble, en tout cas, d'apporter beaucoup plus sur le coût de construction s'il y a un engagement obligatoire de ce vase communicant directement redistribué sur le coût de construction et sur également les honoraires des architectes, puisque c'est des opérations qui sont un peu plus complexes. Alors, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, dans cette idée de double... Vu qu'on a une dissociation, on a deux bilans. On a un bilan qui permet d'équilibrer l'acquisition du foncier qui s'équilibre par une redevance versée par le ménage. Et de l'autre côté, on a le bilan de l'opérateur qui s'équilibre par un prix de vente. Et un certain nombre d'OFS, pour éviter que la redevance augmente, donc en fixant un niveau de redevance maximum, demandent aux opérateurs en fait, de faire... il y a une espèce de faire remonter de l'argent vers l'OFS pour financer la charge foncière en lieu et place du ménage. Et cet argent, forcément, il est récupéré sur le prix de vente, donc il contribue à la hausse du prix de vente. Je me souviens de ça. Donc, en fait, le modèle d'origine, me semble-t-il, mais moi j'étais moins à l'origine que toi, mais le modèle d'origine était que le foncier s'équilibre par lui-même grâce à cette redevance et que donc l'opération totalement libérée du poids du foncier puisse se consacrer à la qualité de la production et à une baisse du prix de vente au final au ménage. Je pense qu'il y a eu on a aujourd'hui, j'espère qu'on va le dépasser, mais il y a un totem autour de la redevance et une idée qui est passée, et notamment par les OFS de collectivité, donc par des OFS publics, éminemment publics,
l'idée est passée qu'une redevance très élevée serait antisociale et que donc il faut à tout craint maintenir une redevance plus basse, quitte à avoir pour effet collatéral d'augmenter le prix de vente. À la COP foncière, on croit exactement au contraire. On pense qu'il faut que le prix de vente du logement soit assez pur et soit sur le coût de construction, les ingénieries nécessaires au coût de construction et à la commercialisation. Je conçois, je construis, je commercialise égale un prix de vente. Et que le foncier se débrouille tout seul avec sa redevance pour s'équilibrer. On a un certain nombre de territoires sur lesquels on ne sait pas faire ça parce que les fonciers sont trop chers. En gros, nous, notre ratio, c'est pour en gros une charge foncière de 850 € du mètre carré SDP hors taxe, c'est 2,50 € de redevance. Voilà. On a beaucoup de personnes qui portent un regard sur la redevance qui est quel est le niveau de redevance acceptable, légitime, logique. Donc on a la caisse qui donne son avis, on a les collectivités qui donnent leur avis. Tout le monde y va de sa super idée de plus la redevance est basse et meilleur c'est. Nous, on se bat pour dire il faut contenir la redevance, ok, mais pas au détriment du prix de vente. Donc effectivement, les modèles sont très différents. C'est très compliqué d'aller voir un élu en lui disant qu'il se plante complètement et qu'il ne devrait pas faire comme ça. Mais la réalité, c'est que nos modèles sont différents et qu'effectivement, ça a des impacts sur les prix de vente. Je ne sais pas juger a priori si ça a un impact sur la qualité. En gros, est-ce qu'on prend sur la qualité ou est-ce qu'on augmente le prix de vente ou est-ce qu'on fait un peu des deux? C'est très clairement pas le modèle qu'on défend à la COP foncière. Alors, juste pour l'expérience que j'ai pu avoir, je sais que nous, on réfléchissait en reste à vivre comme les opérateurs, en fait, et ce qui permettait de ne pas augmenter le prix de vente, en tout cas, de regarder les foyers, ce qu'ils pouvaient absorber, enfin, en tout cas ceux qu'on visait qui étaient dans le logement social, dans le parc social. On essayait qu'ils aient le même reste à vivre, en fait, s'ils étaient en accession, ce qui permet effectivement de maîtriser. Maintenant, effectivement, vous l'avez rapidement dit, effectivement, il y a des élus qui ne comprennent pas forcément ça. Je pense que déjà qu'ils ne connaissent pas le BRS. Le type de présentation que vous avez fait là, je pense qu'auprès des élus, c'est vrai que ça serait pas mal. Parce qu'ils ont l'impression que c'est une solution un peu miracle et sans se poser plus la question que ça. Et surtout, le fait de tirer le prix du foncier vers le bas, on le voit vraiment dans beaucoup de consultations, notamment avec des OFS métropolitains. Je pense à Lille, je pense à Bordeaux, je pense à Marseille. Enfin, clairement, ils ont des pratiques assez étranges c'est-à-dire qu'ils font forcément appel dans leurs consultations à des opérateurs privés, promoteurs, et en même temps, ils ont cette logique de vouloir absolument tirer les prix du foncier vers... pardon, pas du foncier, le prix des redevances vers le bas, ce qui peut s'entendre. Mais dans les montages, en tout cas, qui sont imaginés dans ces consultations, de fait, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est forcément des vases communicants, quoi. Donc, c'est peut-être moins vrai en Île-de-France, mais je suis pas sûr, quoi. Non, c'est pas vrai en Île-de-France. Mais ça dépend, voilà, ça dépend des modèles. Et l'origine du sujet, même si je n'ai aucune vocation de gardien du temple, hein, mais la question qui est posée, c'est celle de la création du foncier comme commun. Et donc c'est cette question-là, c'est-à-dire que ça n'est pas qu'un produit, le BRS. C'est aussi porteur d'un sens dans le rapport à la fabrique de la ville et dans le rapport au commun. Et donc c'est cette question qui se pose aussi et qui peut parfois être en tension dans la compréhension du dispositif. Je dis ça notamment parce que, et c'est un des exemples que tu citais, nous c'est aussi parce que c'est quand même nouveau le BRS. Typiquement l'opération que je vous ai présentée, elle n'avait pas été montée en BRS à l'origine parce qu'elle est ancienne. Voilà. Ce qui vous montre d'ailleurs aussi les standards qui sont intrinsèques à une maîtrise d'ouvrage et pas forcément à son montage. Mais nous, on va aussi beaucoup chercher, on est allé chercher le BRS sur des opérations où on avait des coûts de préparation, par exemple, qui étaient très importants. Voilà, où on va avoir la dépollution, où on est sur des terrains complexes, où on a des surcoûts de fondation très importants, où on a des démolitions très compliquées. Et donc voilà, c'est cette question-là de dire la préparation, donc le foncier, c'est un élément commun, on le met dans le commun. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui vient en plus de ça, c'est que ce qui est intéressant aussi dans le dispositif du BRS, pour répondre à votre question du reste pour vivre ou de la charge globale, c'est qu'on est dans une forme de
de ce qu'on appelait à une époque l'emprunteur secondaire. C'est-à-dire qu'on fait porter la charge de l'emprunt à un tiers qui a une capacité à aller sur un emprunt différent. Et donc c'est cette question-là qui est aussi intéressant. Et donc on peut regarder le BRS sous ce prisme-là, c'est-à-dire créateur de commun et emprunteur secondaire. On peut le regarder comme un levier pour faire de l'accession pas chère. Ça dépend de la focale. Oui, bonjour. J'avais une question sur les formes architecturales. Est-ce que le BRS c'est uniquement du collectif, ça peut être du semi-collectif ou aussi de la maison? On peut tout faire. Nous, on a, alors en Ile-de-France, on travaille quand même essentiellement en cœur d'agglomération, donc essentiellement en collectif, mais on a des opérations en grande couronne. On a une opération avec une trentaine de maisons à Gonesse et une autre opération avec encore une quinzaine de maisons à Chanteloup-en-Brie, donc sur le territoire de l'Épamarne. Ça ne s'oppose pas. En revanche, on entre dans les commercialisations, donc c'est une fois qu'il y a un rapport au foncier, peut-être que la question de cette dissociation de je ne suis pas propriétaire de mon foncier, mais alors du coup c'est quoi mon jardin? Est-ce que je suis propriétaire de mon jardin? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans mon jardin? Peut-être que ce sujet-là méritera un petit peu plus d'explications pour les commercialisateurs, mais ça ne s'oppose pas à la maison, pas du tout. La question de la maison s'est effectivement posée plusieurs fois. Vous avez parlé 2 ou 3 fois de la dépollution. Est-ce que vous pensez que le BRS, du coup, peut se substituer, enfin, être en tout cas, prendre ce rôle, alors que normalement, c'est plutôt, par rapport à la première question qu'il y a eu là-dessus, on voit plutôt l'EPF généralement qui se charge de ça et qui vend au prix de revient, enfin, qui fait ça plutôt très bien. En quoi, j'ai du mal à comprendre pourquoi du coup le BRS serait une solution là-dessus, alors que pour moi c'est pas son rôle en fait. Ah non, c'est pas notre rôle, puis nous on veut se substituer à personne. Si chacun pouvait garder son rôle et faire son job et nous on viendrait faire le nôtre, ce serait parfait, il n'y a pas de souci. Je dis pas qu'on est là pour dépolluer, en plus on travaille beaucoup avec l'EPF, on a une dizaine d'opérations sur des fonciers de l'EPF. Je dis juste qu'en général un foncier pollué égale un foncier cher et qu'un foncier cher égale un prix de vente élevé. Et qu'avec le système et la mécanique de dissociation, ça permet de pallier l'effet de la dépollution sur le prix de vente final au ménage. Mais c'est tout ce que je dis, c'est qu'en fait, ça recrée de la capacité à équilibrer des opérations sur des fonciers qui, intrinsèquement, déséquilibrent les opérations. Voilà, c'est tout juste ça. Mais on ne fait pas à la place des autres, hein, c'est bon. Bonjour. J'avais une petite question technique. Comment peut-on situer le BRS dans la réglementation urbaine? Je pense notamment en ce qui concerne les stationnements, puisqu'on est à la fois il y a souvent un distinguo qui se fait entre habitation et habitation locative sociale, mais n'étant pas du locatif social, on est un peu dans un entre-deux qui fait que quelle est la réglementation qui s'applique? A priori, on est considéré comme un produit d'accession à la propriété, donc on n'est pas sur les stationnements. A priori, on n'est pas sur les règles du logement locatif social, sauf décisions locales différentes. Mais a priori, les règles qui s'appliquent sont celles du logement libre. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si personne, moi j'aimerais bien poser des questions. Alors moi j'ai une question pour Cécile, une question pour Thomas. Quand on entend parler en fait du BRS, on théorise beaucoup et on pense à ces champs d'application. Donc moi il me vient à l'esprit pratiquement une ouverture totale sur l'ensemble des typologies de projets, à savoir l'existant, l'habitat participatif, la construction neuve. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait de façon réelle et avérée sur quel type de projet en fait on peut l'utiliser comme un outil? Je pense aux copropriétés dégradées, je pense à la lutte contre l'habitat indigne,
Je pense surtout vraiment à des applications dans de l'existant qui est en difficulté. Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui? Est-ce qu'on a pu l'utiliser justement pour améliorer la situation de cette typologie d'habitation? La question que je souhaiterais poser à Thomas, c'est suite à ce que tu as apporté aussi comme complément par rapport à l'origine du BRS, que moi j'avais supposé, je ne connaissais pas du tout son histoire, et je l'avais lié directement à l'histoire justement des communs. Reprendre un peu possession de certains éléments qui devraient retourner en fait dans les communs, sauf que j'ai lu un article qui parlait du BRL, donc bail réel libre. C'est une théorie, mais en même temps, je me demande si le BRS est assez solide pour pouvoir garantir cette séparation, mais qui reste aussi entre de bonnes mains. Voilà, donc j'ai ces deux petites questions. Alors sur qu'est-ce qu'on peut faire dans l'existant avec le BRS, je pense qu'aujourd'hui il y a très peu d'expériences et d'opérations réellement avancées sur le sujet. Donc nous on a fait une acquisition-amélioration, donc on a transformé des anciens appartements de fonction de gendarmerie en logement dans Capentin. On a un partenariat avec une structure qui s'appelle la CIFAE qui sort des pavillons, qui intervient sur des pavillons qui partent en division pavillonnaire ou avec des risques d'indignité. Donc notre propos, c'est d'essayer de soutenir la CIFAE. C'est toujours ce rôle, hein. On ne remplace pas les acteurs, mais on les accompagne. Donc la CIFAE achète des pavillons, préempte des pavillons pour éviter qu'ils partent en dégradation ou en division. Et une fois qu'ils ont acheté, ils sont contents, mais il faut bien qu'ils les fassent sortir, ces pavillons. Et donc, nous, on voit comment on peut les faire sortir en bail réel solidaire, donc ce qui permet de les améliorer et de les sécuriser sur un statut de propriétaire occupant. Sur la question de l'intervention sur des copropriétés dégradées, Copimo avait fait des premières réflexions qui n'ont pas pu aboutir sur comment, à travers le modèle BRS, on pouvait, en accompagnement de structures qui sont spécialisées dans le traitement de ces copropriétés dégradées, comment on pouvait venir resolvabiliser les copropriétés, en fait, en redonnant une valeur à leur foncier, au substrat de ces copropriétés, en disant, vous êtes propriétaire d'un logement plus d'un foncier, on achète le foncier, on vous le paye, et cette valeur-là, elle permet de financer. Donc là, on est vraiment dans de la mécanique aussi de financement des opérations, et avec toujours comme corollaire que le foncier, une fois qu'il est acquis par un OFS, il rentre dans ce grand domaine du commun. C'est-à-dire qu'en fait, un OFS est une foncière solidaire à but non lucratif. Ça, on le partage tous, absolument tous. Et donc, on a tous cette mission de venir mettre sous cloche ces fonciers et de les sortir, les extraire à des dynamiques spéculatives. Voilà. Mais en expérience réellement mise en œuvre, il faudrait en Ile-de-France, je pense que la seule, c'est notre acquisition-amélioration et l'engagement qu'on a pris sur des pavillons avec la CIFAE. Je ne suis pas certaine, je n'ai pas tout l'étendue de tout ce qu'on fait, tous les 100 OFS français, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui. Donc c'est un champ à explorer. Sur le bail réel libre, peut-être prendre un pas de recul pour ne pas donner l'impression de ne pas répondre. Je pense que ce qui est intéressant avec le BRS, c'est l'introduction en droit français de ce qui n'existait pas, et c'était le défi initial, qui est un bail rechargeable. C'est-à-dire qu'il y a un bail qui n'a pas de terme, pour le dire un peu vulgairement. Ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau. On avait historiquement des supports qui sont plutôt issus du monde agricole, qui peuvent être le bail alors qui ont été transposés en immobilier à travers le bail à construction, mais qui posaient une question essentielle qui est le débouclage du bail. Donc le bail réel solidaire en droit français, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque c'est un bail perpétuel ou un bail rechargeable. Et donc c'est ça qui est intéressant. Et en même temps, c'est très nouveau. Parce que si on regarde beaucoup d'autres pays ou situations, soit parce qu'on est sur des monarchies parlementaires et que le sol appartient à la couronne, soit parce qu'on est sur des territoires, je sais pas, je pense
aux Pays-Bas qui sont dans un aménagement du territoire qui est complexe et donc le rapport au sol est aussi différent. Soit parce que, bon, voilà, pour tout un tas de raisons, il peut y avoir un certain nombre de pays où en droit et en culture, cette question existe. Ce qui n'est pas du tout le cas en droit français, ce qui n'était pas le cas en droit français, et donc il faut que ça s'installe. Alors dans cette installation, effectivement, on a envie d'élargir à toute la production. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que le bail réel solidaire, c'est un dispositif aidé et accompagné. Et donc là, on va commencer à se poser des questions, notamment avec l'Europe, sur les conditions de l'aide publique, assez légitimement, et donc des plafonds de ressources, voilà, qui est une condition sine qua non pour ne pas vivre ce qu'a vécu les Pays-Bas sur la vente de son parc HLM. Pour compléter, je pense que cette question de BRL, en fait, on est un peu dans une forme de chimère. En fait, c'est cette idée qu'il faudrait élargir la dissociation peut être bonne. Le fonctionnement, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, ça fonctionne parce qu'on arrive à avoir les prêts de la Caisse des dépôts sur 80 ans. Si on n'a pas cette capacité à étaler notre dette sur une très longue durée, on ne sait pas faire une redevance modérée. Donc, la Caisse des dépôts, jusqu'à preuve du contraire, elle ne prête pas de l'argent à des promoteurs ou à d'autres acteurs pour faire du logement libre, donc adressé à des personnes qui ne sont pas sous plafond de ressources. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas cette recette. Que par ailleurs, si on dissocie le foncier et l'immobilier, mais qu'on ne met aucune contrainte sur les prix de vente ni sur les ménages à qui on s'adresse, en fait, on rouvre une faculté à faire du neumage assez dingue sur les prix de vente. Parce qu'on peut derrière avoir des fonciers, mettre une redevance de 4-5 euros par mois et aller vendre des logements à 6 ou 7 000 euros du mètre sur des marchés qui sont à 10 000. On est très décoté par rapport au prix du marché, mais en fait on se gave, et on se gave sur les deux côtés. Donc moi j'y vois un risque majeur en fait de dévoiement du caractère, de dévoiement aussi du caractère anti-spéculatif et vertueux du but non lucratif assorti au BRS. Le BRL il ne l'aurait forcément pas, et je pense que ce serait... on ouvrirait des portes qui peuvent être assez dramatiques. Et par ailleurs, nous, on a un engagement à accompagner les ménages, on a un engagement à être là sur un temps long. Moi, ma politique, c'est pas de revendre dans 40 ans mes fonciers. J'ai pas une politique, je vise pas de faire valoir mon droit de préemption, de racheter tous les lots pour tout revendre dans 40 ans. Ce que m'ouvre sur le papier, je pourrais si j'étais dans cette approche-là. Si en gros, ça permet à des structures privées. Enfin, on vient privatiser le commun, quoi, dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on vient remettre dans des structures de droit privé quelque chose qui relève du commun. Ça veut dire juste qu'on privatise le foncier et qu'on donne à des grandes entreprises la capacité de s'approprier un foncier qui est un bien commun, quoi. Oui, je crois que c'est très, très contradictoire. Vraiment une crainte que j'ai exprimée. Et dans quelle mesure on peut sécuriser justement Je pense que le modèle économique, il n'est pas là. Et une autre question. A priori, dans les années à venir, on va peut-être moins construire, peut-être plus rénover. Est-ce que vous vous projetez dans la rénovation ou transformation existant ? Oui. Oui, ce que je disais, c'est aujourd'hui, il faut qu'on en fasse plus, et c'est sûr que dans les rythmes d'approvisionnement d'opérations, on est plus sur de la construction neuve. Mais le modèle économique tourne sur de l'acquisition-amélioration, et donc on a vocation à en faire de plus en plus, et j'espère qu'on aura progressivement dans nos portefeuilles d'opérations plus d'acquisition-amélioration, plus de transformation, parce que c'est aussi la vertu. Alors on est dans un moment où tout ce qui est très innovation avec les contraintes financières assorties, en fait, est plus compliqué aujourd'hui dans ce moment de taux d'intérêt élevé, ce moment de coût de construction élevé. Mais je pense qu'il ne faut pas que ça nous empêche de penser ces interventions dans l'existant. Par rapport à ça, du coup, une question. Quand vous achetez un terrain libre sur lequel vous construisez, là vous savez facilement séparer entre guillemets le prix du foncier du prix de la construction. Si vous achetez un bâtiment sur un terrain, est-ce que vous savez aujourd'hui juridiquement Je fais ce que je veux. D'accord. J'achète une valeur et à un moment, je réintègre une valeur dans un bilan, puis l'autre partie de la valeur dans un autre bilan. Et donc, en fait, c'est en discussion avec l'opérateur, c'est par rapport aux équilibres globaux d'opération qu'on sait dire qu'est-ce que je suis capable de supporter dans le bilan foncier qui va donc se transformer en redevance
et qu'est-ce que l'opérateur en regard est capable de supporter dans son bilan d'opération, en plus de ses coûts d'intervention, et qui va se transformer en prix de vente de ménage. Donc ça, en fait, c'est à nous, en lien avec l'opérateur, de mettre la barre là où ça nous semble le plus juste. Ok, et du coup, ça me fait penser à une chose, c'est quand vous lancez une opération en BRS, vous n'avez pas forcément la communauté des gens qui vont arriver. Donc ça veut dire que vous avez un terrain, vous avez monté un programme, comme un promoteur par exemple. Ça veut dire que vous n'avez pas le financement pour la construction. Le financement, vous allez l'avoir à la vente de plans de vente, vous allez l'avoir comment? Moi, je m'occupe de financer le foncier. Et puis Thomas, il s'occupe de financer sa construction en attendant de vendre les logements et de récupérer à travers la vente en état futur d'achèvement l'argent ménage, c'est ça. Alors, oui, en fait, pour nous, c'est beaucoup plus simple, un BRS en financement, parce que d'un point de vue justement bâti, c'est de la VFA. Donc la grande, je ne sais pas si je dois dire intelligence, mais en tout cas particularité du législateur français a été d'inventer le métier de promoteur et de la VFA. Et donc en fait, c'est pas nous qui finançons, voilà, c'est nos clients. Ce qui est très différent, alors ce qui est pour nous en fait très différent, et je dis beaucoup plus simple, parce qu'en fait le PSLA, puisque la location-accession, nos clients entre locataires, c'est nous qui finançons et préfinançons. Ce qui est pas du tout le cas en BRS. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, en fait, on est arrivé au terme de cette matinale. Nous vous remercions. Je ne sais pas si on peut faire circuler les... Oui. Donc, oui, tous les documents seront sur le site de l'Ordre, comme d'habitude, avec la vidéo de la matinale pour ceux qui n'y étaient pas. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.